Bismillah. Je me souviens encore du soleil brûlant que surplombait le sable de la plaza de Otos, des cris des marchands de boissons, des gradins où s'entassait la foule, en face de moi, du côté ensoleillé de la reine, leurs lunettes de soleil comme des cavités dans leurs visages brillants. Je me souviens encore des parfums et des couleurs, les rouges, les bleus et les jaunes, l'odeur âcre et omniprésente du pétrole qui flottait dans l'air. Je me souviens encore de ce jour, avec son soleil accroché au milieu du ciel, et le signe du bélier qui se consumait en ce début d'année. Je me rappelle le pas affecté des chulots, la tête rejetée en arrière, balançant les bras, les éclairs blancs de leurs dents entre leurs lèvres souriantes, les étoffes ressemblant à des queues colorées qui ondulaient derrière leurs habits, et les trompes. Je me souviens de la sonnerie d'une centaine de trompes, jaillissant des haut-parleurs de façon intermittente, toujours plus élevés, et puis une note finale et retentissante, soutenue pour briser les oreilles et les cœurs par sa puissance infinie, par son emphase. Et puis le silence. Je le revois maintenant comme je le vis ce jour-là, il y a si longtemps. Il entra dans l'arène, et les cris qui s'élevèrent jusqu'au ciel firent trembler ses colonnes de marbre blanc. Viva El Mechador! Viva El Mechador! Je me souviens de son visage, sombre, triste et sage. Il était lent de mâchoire et de nez, et son rire était semblable au rugissement du vent, et ses gestes ressemblaient à la musique des théramins et des tambours. Son habit de soie bleue était serré, cousu de fils d'or et entièrement orné de rubans noirs. Sa veste était incrustée d'écailles brillantes sur sa poitrine, ses épaules et son dos. Ses lèvres esquissèrent le sourire d'un homme qui a connu tant de gloire et détenu un tel pouvoir que rien ne pourra jamais lui en apporter davantage. Il s'avança en faisant un cercle, évitant de lever les yeux vers le soleil. Il se tenait sous le soleil. Il s'appelait Manolo Stilete dos Muertos, le plus grand mechador que le monde ait jamais connu. Des bottes noires aux pieds, dans les cuisses des pistons, la précision des micromètres dans les doigts, un halo de cheveux noirs flottant autour de sa tête, et l'ange de la mort dans sa main droite, là, au centre du cercle de la vérité taché de graisse. Il salua, et les cris s'élevèrent à nouveau. Manolo, Manolo, dos muertos, dos muertos. Après 2 ans d'absence, il avait choisi pour revenir dans l'arène le jour anniversaire de sa mort et de son départ, car son sang contenait de l'essence et du méthylène, et son cœur était une pompe luisante, vibrante de volonté et de courage. 2 fois, il avait trouvé la mort dans l'arène, et 2 fois, les médecins l'avaient guéri. Après sa seconde mort, il s'était retiré, et certains avaient prétendu que c'était parce qu'il avait connu la peur. Cela ne pouvait pas être vrai. Il agita la main et son nom déferla jusqu'à lui. Les trompes retentirent une nouvelle fois, 3 longues sonneries. Puis ce fut le silence, et un chulo, vêtu de rouge et de jaune, lui présenta la cape et emporta sa veste. Le reflet d'étain de la cape brilla dans le soleil, lorsque Dos Muertos la fit tournoyer. Puis vinrent les notes finales. Il drapa son bras de la cape et se tourna vers le portail. La lampe qui le surmontait brillait d'une lumière rouge et un bruit de moteur sortit des ténèbres. La lumière passa au jaune, puis au vert, et le roulement d'une vitesse prudemment embrayée monta jusqu'à nous. La voiture pénétra lentement dans l'arène, s'arrêta, s'avança un peu, puis fit une nouvelle halte. C'était une Pontiac rouge à laquelle on avait enlevé sa capote. Son moteur grouillait comme un nid de serpent derrière l'éclat circulaire de son ventilateur. Les bras de son antenne se mirent à tournoyer, puis se fixèrent sur Manolo et sa cape. Il avait choisi une grosse voiture pour commencer, lente à tourner, pour avoir une chance de frapper à l'avant. Les cylindres de son cerveau, qui n'avait jamais enregistré d'être humain, tournaient à plein rendement, puis elle vit à qui elle avait affaire, et elle s'avança. Manolo fit tournoyer sa cape et frappa le pare-choc de l'auto qui passa en rugissant. La porte du grand garage se referma. Quand elle eut atteint l'autre côté de l'arène, la voiture s'arrêta et stationna. Des cris de dégoût, des huées et des sifflements s'élevèrent de la foule. Mais la Pontiac resta à l'arrêt. 2 chulos, portant des seaux,
sortirent de derrière la palissade et lancèrent de la boue sur son pare-brise. Elle gronda et poursuivit le plus proche, heurtant la palissade. Puis elle se tourna soudainement, fixa Dos Muertos et chargea. Sa Véronica le transforma en une statue, vêtue d'une armure d'argent. La foule manifesta son enthousiasme. La voiture fit demi-tour et le chargea une fois de plus, et j'eus un doute sur le talent de Manolo, car il semblait que ses boutons avaient éraflé la peinture rouge d'une portière. L'auto fit une pause en faisant crisser ses pneus et s'élança en cercle autour de la reine. La foule gronda lorsque la voiture passa devant elle. Alors elle s'arrêta peut-être à 50 pieds. Manolo lui tourna le dos et salua la foule. De nouveau, les applaudissements et l'acclamation de son nom. Il fit un geste à quelqu'un derrière la palissade. Un chulo en émergea et lui apporta sa clé anglaise, chromée sur un coussin de velours. Manolo se retourna vers la Pontiac et marcha vers elle à grandes enjambées. Elle resta là en tremblant et il fit sauter son bouchon de radiateur. Un jet d'eau bouillante s'éleva dans l'air et la foule hurla. Il frappa alors l'avant du radiateur et les pare-chocs, puis il lui tourna le dos une nouvelle fois et resta ainsi. Il fit demi-tour en entendant l'embrayage et l'auto le frôla, mais non, sans qu'il ait frappé à 2 reprises la carrosserie. La voiture alla se réfugier à l'autre extrémité de l'arène. Manolo leva la main à l'adresse d'un chulot derrière la palissade. L'homme au coussin vint lui apporter le tournevis à manche et la petite cape. Il ramena avec lui la clé anglaise ainsi que la longue cape. Un nouveau silence descendit sur la plaza de Otos. La Pontiac, comme si elle ressentait tout cela, corna 2 fois et s'élança. Il y avait des taches sombres sur le sable, à l'endroit où l'eau s'était échappée du radiateur. La vapeur s'élevait comme un fantôme derrière l'automobile. Elle fonça sur lui avec une vitesse effrayante. Dos Muertos tint la cape devant lui et posa la lame de son tournevis sur son avant-bras gauche. Alors qu'il semblait évident qu'il allait être écrasé, il lança la main en avant si vite que l'œil put difficilement le suivre, et il s'écarta vivement tandis que la voiture commençait à tousser. La Pontiac continua un instant sur son élan mortel, tourna sans freiner, fit un tonneau et alla percuter la palissade. Elle se mit à brûler. Le moteur toussa un moment et mourut. Les vivas retentirent sur toute la plaza. On donna à Dos Muertos les phares et le pot d'échappement. Il les brandit à bout de bras et fit une lente promenade tout autour du périmètre de l'arène. Les trompettes sonnèrent, une dame lui lança une fleur de plastique et il envoya un chulot lui porter le pot d'échappement et lui demander de dîner avec lui. La foule applaudit encore plus fort, car il avait une réputation de don Juan, ce qui n'était pas une chose aussi inhabituelle au jour de mon enfance que c'en est une maintenant. La voiture suivante fut une Chevrolet bleue, et il s'amusa avec elle comme un enfant joue avec un chaton. La tourmentait de ses coups, puis l'arrêtant à tout jamais, il reçut les 2 phares. Entre-temps, le nuage s'était amoncelé dans le ciel et il y eut un roulement de tonnerre. La troisième était une Jaguar XKE, noire, qui lui demanda la plus grande habileté possible et qui lui tint tête durant un bref instant de vérité. Il y avait autant de sang que d'huile sur le sable avant qu'il ne l'exécute, car ses rétroviseurs étaient plus longs qu'on ne l'aurait cru. Il avait une longue déchirure rouge en travers de la poitrine quand il en eut fini avec elle. Mais il lui arracha son système d'allumage avec une telle grâce que la foule se répandit dans l'arène et qu'il fallut appeler les gardes pour les repousser à coups de matraque et de bâton jusqu'à leur strampotin. Il était certain qu'après cela, personne ne dirait que Dos Muertos ait jamais connu la peur. Une brise froide s'était levée et je commandai une boisson chaude, puis j'attendis la dernière voiture. Elle jaillit dans l'arène, alors que la lumière était encore jaune. C'était une Ford convertible de couleur moutarde. La première fois qu'elle passa près de lui, elle corna et fit marcher ses essuie-glaces. Tout le monde applaudit, car on pouvait constater qu'elle avait de l'esprit. Elle resta immobile un instant, enclencha la marche arrière et recula vers lui à 60 à l'heure. Il fit un saut de côté, sacrifiant la grâce à l'efficacité. La voiture freina sèchement, embraya sa première et bondit sur lui une fois de plus. Il agita sa cape et elle lui fut arrachée des mains. S'il ne s'était pas jeté en arrière au dernier moment, il aurait été écrasé.
Puis quelqu'un cria « Ce n'est pas régulier !» Mais il se releva, reprit sa cape et fit face une nouvelle fois. On parle encore maintenant des 5 passes qui ont suivi. Jamais il n'y avait eu un tel balai avec les pare-chocs et la calandre. Jamais il n'y avait eu sur terre un tel affrontement entre un Mechador et une machine. La convertible rugissait comme un millier de morts et l'esprit de Saint Détroit était assis sur le siège du conducteur en ricanant, tandis que Dos Muertos lui faisait front avec sa cape d'étain. La domptait et demandait qu'on lui apporte sa clé. Elle balança légèrement son moteur surchauffé et fit coulisser ses glaces latérales, se débarrassant de son silencieux avec quelques gargouillis et beaucoup de fumée noire. Entre-temps, il avait commencé à pleuvoir doucement, silencieusement, et le bruit du tonnerre parvint jusqu'à nous. Je finis ma boisson chaude. Dos Muertos ne s'était jamais servi de sa clé contre un moteur auparavant, seulement contre la carrosserie. Mais il la lança cette fois-là. Certains experts disent qu'il voulait atteindre le distributeur, d'autres affirment qu'il essayait de toucher la pompe à essence. La foule le hua. Quelque chose de poisseux tombait goutte à goutte de la Ford et formait une traînée sur le sable. Une trace rouge zébrait le ventre de Manolo. La pluie tomba. Il ne regarda pas la foule. Ses yeux ne quittèrent pas un seul instant la voiture. Il leva la main droite, la paume vers le ciel et attendit. Un chulo plaça le tournevis dans sa main et courut se réfugier derrière la palissade. Manolo fit quelques pas de côté et s'arrêta. La voiture bondit, il frappa. Les huées redoublèrent. Il avait manqué la mise en ordre. Personne ne partit. Pourtant, la Ford tourna autour de lui en un cercle étroit. Une épaisse fumée sortait de son capot. Manolo se frotta le bras et ramassa le tournevis et la cape qu'il avait laissé tomber. Les huées augmentèrent encore, puis l'automobile fronça sur lui, tandis que d'énormes flammes s'échappaient de son moteur. Maintenant, certains disent qu'il a frappé et manqué une nouvelle fois. D'autres affirment qu'il s'apprêtait à frapper, mais qu'il a pris peur et s'est écarté. D'autres encore prétendent que peut-être, pendant un court instant, il a eu un peu de pitié pour son courageux adversaire et qu'il a retenu sa main. Je dis pour ma part que la fumée était trop épaisse pour qu'aucun d'entre eux ne puisse être certain de ce qui s'est passé. Mais il a fait quelques pas hésitants et s'est écroulé en avant sur la voiture qui brûlait comme le catafalque d'un dieu, pour rencontrer sa troisième mort, tandis que tous deux s'écrasaient dans la palissade et commençaient à flamber. Il y eut de nombreuses discussions au sujet de cette dernière corrida, mais ce qui restait du pot d'échappement et des 2 phares fut enterré avec sa dépouille sous le sable de la plaza, et les femmes qu'il avait connues versèrent beaucoup de larmes. Je ne pense pas qu'il ait pu être effrayé, ni qu'il ait connu la pitié, car sa force était comme un fleuve d'énergie. Ses jambes étaient des pistons, et ses doigts avaient la précision des micromètres. Sa chevelure était un halo de ténèbres, et l'ange de la mort se tenait dans sa main droite. Un tel homme, un homme qui a connu la vérité, est plus fort qu'aucune machine. Un tel homme est au-dessus de tout si ce n'est le pouvoir et la gloire. Et pourtant il est mort. Cet homme-là, pour la 3e et dernière fois, il est mort comme tous ceux qui ont péri devant les pare-chocs, les calandres, sous les roues. Il est bien qu'il ne puisse plus se relever une nouvelle fois, car je dis que cette dernière voiture a été son apothéose, et qu'il ne pouvait avoir une fin plus grandiose. Je vis un jour une touffe d'herbe qui poussait en un endroit où s'était fondue la carapace de métal qui recouvre le monde, et je l'ai détruite car je pensais qu'elle devait être bien seule. J'ai souvent regretté d'avoir fait un tel acte, car j'ai compris depuis la gloire de sa solitude. Ainsi la machine, je suppose, doit considérer l'homme, impitoyablement, puis avec regret, et les cieux pleurent sur lui par les yeux que le chagrin a ouverts dans la voûte céleste. Je pensais à cela pendant tout le chemin du retour, et les sabots de ma monture résonnaient sur les pavés de la ville, tandis que je traversais la pluie dans le crépuscule ce printemps-là.